Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct de l'hôpital Necker. Nous ne sommes pas à l'espace plein ciel comme nous le sommes d'habitude parce que l'espace plein ciel est en travaux pour nous construire un beau studio radio tout neuf. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle le studio éphémère. Et je suis en compagnie de Julien Gerbig. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc merci à toi de prendre le temps. Avec plaisir. D'être avec nous. Je rappelle juste que l'association Celui qui souffle fait ici. C'est simplement, on essaye de rétablir un droit parce que, figure-toi que l'accès à la culture est un droit inscrit, stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc quand on est hospitalisé, eh bien, on a un accès un peu moins facile à la culture et à l'art en général. Donc on essaye de faire entrer l'art et les artistes dans l'hôpital pour que les enfants et les jeunes qui sont ici en ce moment eh bien, puissent t'écouter, t'entendre et puis que tu puisses partager avec eux ce que tu fais et ta passion. Le petit jeu dont je t'ai informé hier soir, je pense, ou hier, ou ce matin d'ailleurs. Non, c'était hier soir. Voilà, ouais. Que je fais toujours en début d'émission, la minute pour parler de soi. Je rappelle les règles, c'est très simple. Tu as une minute montre en main, hein, je vérifie. Ok, d'accord. Pour nous dire ce que tu veux sur toi. Est-ce que tu es prêt ? Pas du tout. D'accord, c'est parfait, c'est exactement comme ça qu'il faut commencer cet exercice. Eh bien, c'est parti. Alors, je dois vous parler de moi. Moi. Ben, moi je trouve que c'est très difficile de parler de soi. J'ai l'impression que parler de soi, c'est se connaître soi. Et j'ai l'impression que se connaître soi, c'est le projet d'une vie. Qui sommes-nous ? Qui je suis ? Après, je pourrais dire que je suis ici, à l'hôpital Necker, que j'ai 44 ans, que je suis face à Damien, que je ne connais pas encore, mais que j'ai hâte de découvrir aussi, qu'il fait bien chaud ici, qu'aujourd'hui il fait très beau, et que je suis très heureux d'être ici. Et ça peut être une manière de parler de soi, peut-être. Je pense que ça fait une minute. Allez, je t'accorde. Il manquait 2 secondes, mais je te les accorde. Alors, c'est drôle parce que tu as du mal à parler de toi, visiblement, mais tu n'es pas le seul. C'est pas évident, effectivement. Bah, en 1 minute, en tout cas. En 1 minute, oui. Après, si j'ai 5 heures devant moi, peut-être qu'on peut... Ouais. Moi, ça m'amuse toujours d'entendre ce que les gens ont à dire dans ce petit exercice, parce que je leur pose pas de questions précises, quoi. C'est juste vous dire ce qu'on veut sur soi. Donc, certains partent dans des espèces de monologues ultra fantaisistes ils racontent, je sais pas, les rêves de voyage qu'ils peuvent faire, et puis d'autres sont un peu plus factuels. Me racontent un petit peu qui ils sont, l'âge qu'ils ont. Ah, d'ailleurs, tu l'as fait, ça. Ouais. Je trouvais ça intéressant de parler de moi ici et maintenant. Est-ce que c'est important de se connaître ? Est-ce que c'est important de se connaître ? Bah oui, je crois. C'est... Comme je te le disais, pour moi, c'est la quête d'une vie, quoi. Et justement, le fait d'être artiste, je trouve que c'est un bon moyen d'essayer de se connaître un peu mieux. Artiste ou comédien en particulier ? Parce que comédien, Moi, je me considère pas plus comédien que musicien, que quelqu'un qui essaye des choses, qui expérimente, qui tente des trucs. D'accord. Ouais. Parce que... Mais artiste, oui. On est tous des artistes en même temps. Mais moi, j'ai la chance de vivre de ce statut-là. Et en parler un petit peu avec toi avant, donc tu es comédien, donc tu joues dans des pièces de théâtre et tu fais de l'image aussi. Je fais beaucoup d'images. Beaucoup d'images, ouais. Surtout de l'image. Surtout de l'image maintenant. D'accord. Ouais. Même si ma formation est théâtrale, mais... D'accord. Ouais. Et tu écris aussi de la musique. Ouais. Pour l'image ou aussi des chansons. J'écris des chansons, ouais. Et ma question c'est, est-ce que tu dissocies tout ça ou est-ce que pour toi c'est un tout ? C'est une seule et même activité ? Bah tu viens de le dire, ouais, c'est ça. D'accord. C'est un tout pour moi, ouais. Moi je dissocie pas trop les deux, je trouve que c'est un peu la même énergie, la même démarche, quoi, la même envie. Ouais, la même expérience, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait j'imagine quand tu écris pour l'image, c'est qu'on te demande. Ouais. Mais quand tu écris des chansons, c'est quelque chose de plus personnel, sûrement. C'est qui me le demande ? Ouais, toi-même. C'est moi, peut-être. Bah, moi, j'ai toujours eu besoin d'écrire des chansons. Enfin, presque toujours, ouais. Ça veut dire depuis l'adolescence, depuis l'enfance ? Depuis l'enfance, ouais. Ma première chanson, je me souviens, ça s'appelait « Non, pitié, pas ça ».
Et c'était 3 notes au clavier sur un vieux synthé. Et j'avais 11 ans, je crois. D'accord. Mais après, j'ai toujours écrit des chansons. Cette chanson a été inspirée par un plat d'épinards qu'on voulait te faire manger. Peut-être. Non, je crois que c'était c'était compliqué. J'ai des parents qui se sont séparés, du coup, voilà. J'ai eu envie de leur donner un message, peut-être, ouais. Quand tu écris des chansons, tu fais la musique et les paroles. Ouais, j'écris à la guitare, c'est mon instrument. Ouais. J'ai jamais appris la musique, hein. J'ai un rapport complètement autodidacte à l'instrument. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une séance d'écriture de chansons chez Julien Gerbig? Une séance d'écriture de chansons. Il faut que je sois seul, il faut que je sois isolé, il faut que j'ai rien d'autre à faire. Parce que j'ai besoin de cet espace-là. En général, ça commence par la musique, des accords que j'aime bien, comme ça. Puis ensuite, je commence à créer, c'est souvent des obsessions. Alors du coup, j'ai des thèmes que je voudrais développer, puis les mots, je cherche. Ah oui, je chante en anglais. D'accord. Parce que je sais pas faire en français. Et je trouve que c'est très difficile d'écrire la musique que je fais en français. Puis c'est pas ma culture musicale. J'ai grandi avec les Beatles, j'ai grandi avec la pop anglaise. Donc je sais pas faire en français. Du coup, j'écris que en anglais. Du coup, au début, c'est Shabadabada, quoi. C'est un peu yaourt. Voilà. Ouais. Et puis après, j'aime bien les mélodies, moi. Je trouve qu'une mélodie, c'est magnifique, quoi. Ça peut... Moi, il y a des chansons qui m'ont presque changé la vie, quoi. Lesquelles? Des chansons qui m'ont changé la vie. Imagine de John Lennon, par exemple. C'était une chanson que j'ai adorée quand j'étais adolescent. Qui était pleine d'espoir pour moi, pleine de rêves d'enfant, pleine de rêves que j'allais pouvoir réaliser, même si c'est pas de ça dont il s'agit dans la chanson finalement. Mais on s'en fout. C'est ça qui est bien aussi avec l'anglais. Je trouve que c'est que tout le monde peut se raconter des histoires différentes. Au-delà de ce que ça raconte. Mais la musique vient en premier chez toi, là. Ouais, la musique vient en premier, ouais. Comment tu fais après pour faire... Parce que c'est une question que je pose parfois à justement des gens qui écrivent des chansons. Puisque je trouve que c'est un processus un peu particulier d'écrire une chanson, d'arriver à... Enfin, tout le monde n'a pas ce talent-là, d'arriver à faire chanter les mots, comme disait Brassens. Ouais. Et certains commencent par les paroles, les mettent en musique, d'autres par la musique et ajoutent des paroles dessus. Ouais, après, ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de règle vraiment, en fait. Mais la plupart du temps, ça démarre pour moi avec la musique, avec la guitare, en tout cas. Mais après, ça peut être un poème, par exemple. J'écris un poème en français. Et puis, je le traduis en anglais. Un rêve, par exemple, ça m'arrive. Je note pas mal mes rêves. Et du coup, je revois mes rêves. Je les numérote, en fait. Donc, j'ai un rêve 1, un rêve 2, 3, 4. Enfin, là, j'en ai, je sais pas combien j'en ai maintenant. Mais... C'est pas longtemps que je fais ça. Ça fait 1 an, à peu près. D'accord. Et du coup, parfois, j'ai fait ça récemment, Je relis des rêves et j'en fais des chansons, des choses comme ça, Et quand tu entends une chanson, pas de toi, tu entends la musique d'abord ou les paroles? Ah ouais, c'est une bonne question. Non, je pense que c'est la musique, la mélodie, quoi. Puis parfois, j'entends rien, je vois quelque chose. Je trouve que la musique, c'est ça. C'est des images, en fait. Pour moi, c'est plus des images parfois que des sons. C'est bizarre de dire ça, mais... Moi, je vois souvent des images. Je compose souvent comme ça, d'ailleurs. Comme des petits films, quoi. J'aime bien cette idée. Que tu essayes de croquer dans une chanson. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. D'accord. On a tous ça, non? Quand on écoute une chanson, c'est pas que des sons, c'est aussi ce que ça évoque, quoi. Comme quand on lit un livre. Ah oui, il y a quelque chose de sentimental dans une chanson. C'est-à-dire que très souvent, c'est aussi lié à un moment de la vie qu'on a pu vivre. C'est ça. Complètement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ma vie, elle est jalonnée de chansons qui correspondent à des périodes de ma vie. Et parfois, quand je veux faire revenir en arrière, le rewind, j'écoute une chanson. Je l'ai fait ce matin d'ailleurs. En prenant ma douche, j'ai écouté un vieux groupe que j'ai écouté quand j'étais ado qui s'appelait Ride. Et c'est un groupe anglais. Et j'ai réécouté 2-3 titres de cette période-là. C'est 94, j'ai 16 ans, je crois, je sais plus. Et j'avais 16 ans quand je prenais ma douche à ce moment-là. C'est cool. Donc chez toi, ça remplace l'album photo, quoi, finalement. Ouais, c'est pas bête. On peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Ouais, quelque part, ouais. Et alors, tu peux nous parler de ce que tu as écrit jusque-là? Alors, j'ai écrit en 2008, j'ai sorti un disque sous mon nom de famille, Gerbig. Ça s'appelait Songs from a Pandora Box. Chanson de la boîte de Pandore.
Ça, c'était un album où il y avait plein de musiciens. Il y avait presque un orchestre philharmonique, j'allais dire. Enfin, en tout cas, il y avait des cordes, il y avait des cuivres. Moi, j'ai joué de la guitare, contrebasse, piano, un peu basse-string comme ça. Un peu le piano de Lucky Luke, quoi. Et ça, c'est sorti, ouais, j'ai fait plein de concerts. J'ai eu de la radio, enfin, ça passait sur FIP, sur France Inter. Et c'était une période où je pensais que j'allais faire que ça. J'étais obsédé par l'idée d'être un musicien. C'est un peu plus compliqué que ça pour que ça dure. Et après, j'ai fait un album. Puis ça s'est défait, en fait, progressivement. Puis je suis devenu papa. Ça prend un peu de place de devenir papa. Oui. Et puis je me rendais compte que finalement, gagner sa vie juste avec la musique, c'était très difficile pour moi. En tout cas, sous cette forme-là. C'est-à-dire avec un projet à soi et des titres qui passent à la radio. Et qui sont pas non plus des tubes. Et puis après, il y a eu ça aussi. C'est de se dire, mince, ça veut dire qu'il faut que je fasse des choses qui marchent. Et ça tue la créativité. C'est un enfer. Enfin, en tout cas, ça a tué la mienne. Donc j'ai arrêté d'écrire, j'ai tout mis de côté, puis j'ai commencé à beaucoup plus jouer en tant que comédien, ouais. C'est un poison pour toi d'écrire en te posant la question de savoir comment ça va être reçu? Ah, c'est un enfer. Mais il faudrait pas. En fait, à mon avis, c'est l'erreur qu'on fait, que j'essaie de moins faire qu'avant, de se dire qu'est-ce que ça va donner, quoi. Enfin, ça va être quoi le fruit de mon œuvre, quoi. Je pense que ça, c'est une horreur, quoi. Le voyage pour y aller est plus intéressant que le résultat, en plus. Oui, puis en plus, si le fruit, c'est simplement un nombre sur un compte en banque, c'est relativement restreint comme... Absolument. Comme objectif. Oui, c'est ça. Je dis pas que l'argent n'est pas important, mais enfin, c'est vrai que si on écrit en se posant cette question, en fait, on écrit plus vraiment. C'est plus... Complètement. C'est plus soi. Ouais. Après, parfois, on est plusieurs dans un projet. Et puis parfois, tu as des gens qui te font comprendre que ça serait bien que cette chose-là puisse nous rapporter un peu d'argent. Et toi, quand tu es auteur-compositeur et que tu as ça sur les épaules, ça devient plus compliqué, ouais. De dire non? Bah, de dire non, j'ai pas envie de faire cette manière-là, quoi. Enfin, j'ai pas envie que ce soit un moteur ou je sais pas faire. C'est compliqué. Mais là, tu écris toujours des chansons. Oui, bah là, je viens de finir un album, là. Un nouvel album qui a rien à voir avec ce que je faisais avant. Sous un autre nom, qui s'appelle Julien Shelter. D'accord. Je me suis créé ce petit nom-là parce que j'avais l'impression que cette musique-là évoquait quelque chose comme un refuge, quelque chose de doux et réconfortant. D'accord. Donc j'ai enregistré des sons dans la rue et dans la nature. Au début, c'était ça. Et je me suis dit, tiens, je vais juste rajouter un peu de musique là-dessus. En fait, au début, je voulais même pas chanter. Et puis, c'est devenu toute autre chose. J'ai mis de la musique sur ces sons. Et c'est devenu 10 chansons que j'ai enregistrées là. Et qui sortiront, j'espère, là, en 2022. Ouais. Tu peux nous parler un peu plus de l'album parce que ça part de sons citadins et de la nature, mais du coup... En fait, je revenais du Japon. D'accord. Je suis un gros fan du Japon. Oui. Et là-bas, je sais pas, la culture, le lien que les Japonais ont avec la nature, la spiritualité aussi. Il y a quelque chose qui m'a nourri. Dans les lectures aussi, les musiques que j'ai découvertes, parce que la musique japonaise est merveilleuse. Il y a plein de choses extraordinaires. Et d'un seul coup, ça m'a stimulé. Donc j'ai eu envie de composer autour de cette idée d'un homme qui quitte la ville pour aller vivre dans la nature, presque un peu comme un Robinson Crusoe, mais en plus moderne, on va dire. Dans la nature japonaise ou... Ouais, il y a des fantasmes de ça, d'une nature un peu... avec des cerisiers en fleurs. Oui. Et puis, on est plus dans les rizières que dans les cerisets... Enfin, si, d'ailleurs, il y a peut-être des cerisets là-bas. Peut-être, oui, je ne sais pas. Oui, sans doute. Mais oui, c'était ça. C'était un peu une sorte de voyage. J'avais envie de proposer d'aller voyager au Japon avec moi. D'accord. Avec des sons, de la nature, de la ville. Et du coup, ça a donné un disque, ouais. Il y a une espèce d'ermite en toi ou c'est pas ça? Je sais pas si... Non, je crois pas être... non. Enfin, j'aime bien la solitude. Je trouve que c'est précieux d'être seul. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. J'en ai besoin aussi pour créer. Parce que je trouve que le fait d'être seul, ça permet aussi de créer l'espace pour créer, justement.
d'être seul, ouais, dans le silence. Moi, j'ai besoin de ça, ouais. De plus en plus. Plus je vieillis, plus je sens que j'ai besoin de calme et de silence, ouais. Ça t'apporte quoi, exactement? Ou Bah, plutôt, si tu ne l'as pas, qu'est-ce qui te manque réellement? l'écoute de soi, l'écoute de mes émotions, être à l'écoute de ça. Le silence me le permet, alors que l'agitation me le permet pas. Mm. Et moi, j'ai de plus en plus besoin de ça, d'être à l'écoute de ce que je ressens, d'être sincère avec ce que je ressens. En tout cas, j'essaye. Je lutte beaucoup parfois, mais ouais. D'accord. Donc ça exprime ça aussi, ton dernier album, un peu? Exactement. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc l'album va s'appeler... Il y a un titre? T'as pas encore dit. En ce moment, il s'appelle Heart Shelter, ce qui voudrait dire abri-cœur, un abri pour le cœur. Ouais. Ouais. Joli titre. C'est pas mal. Merci. Pas mal. Moi, j'y crois. On va guetter sa sortie en 2022. Ouais. Alors. Bah, on peut déjà écouter des choses que j'ai faites sur Spotify, Deezer ou je sais pas où. Je mettra des liens partout dans la description. Ouais, avec plaisir. Mais tu as dit que la première chanson que tu as écrite, c'était à l'âge de 11 ans, mais j'aimerais qu'on parle un peu aussi du comédien. Avec plaisir. Tu disais que tu faisais plus... tu as quand même une formation de comédien de théâtre, mais tu fais plus d'images maintenant. Bah oui. Pourquoi? Mais j'en sais rien. Enfin, pourquoi, c'est une question bête. Plutôt, quelles sont les circonstances qui ont fait que... Moi, je suis pas du tout parisien, en fait. Moi, je vivais à Strasbourg pendant 26 ans. Et d'un seul coup, j'ai eu envie de faire un travail sur le corps. Et le corps de l'acteur. Donc, je suis venu faire une école de théâtre qui s'appelle l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq, qui est à Paris. Et d'un seul coup, j'ai aimé me déguiser, être un clown. Et on abordait plein de choses chez Lecoq. Et on s'inspirait beaucoup de la vie autour de nous, des animaux, des couleurs, de cette dynamique-là. Et ça m'a dirigé tout de suite vers le théâtre. J'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Amadeus au Théâtre de Paris. C'était avec Jean-Pierre et Laurent Deutsch. Et ça a duré 1 an et demi. Donc je sortais d'une école et j'ai joué 150 fois la même pièce, alors que je pensais que j'allais être soit sans travail, soit accéder à plein de petits projets. Là, je me suis retrouvé un peu assis dans un fauteuil d'un type qui fait un spectacle qui dure. Mince alors, je m'attendais pas à ça. Et ça a duré 1 an et demi, ouais. Et à côté de ça, je jouais aussi dans une série en motion capture. C'est un principe qui enregistre les mouvements des comédiens pour créer des personnages en 3D. Et c'était une série, ça a duré 1 an et demi aussi. Donc quand je suis sorti d'école, j'ai tourné 1 an et demi sans cesse. J'étais au théâtre le soir et je tournais la journée. C'était presque ça pendant presque 2 ans. Donc je galopais, quoi. Et ben après le galop, il faut se reposer un petit peu, quoi. Ouais. Donc il y a une espèce de vide sidéral où j'ai commencé à écrire de la musique. D'autant que quand ça s'est arrêté, t'avais pas nécessairement d'autres projets à... J'avais rien d'autre. Non. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à écrire, quoi. Enfin, j'ai rempli ce vide en écrivant des chansons. Au début, je savais pas trop où j'allais, quoi. Et puis j'ai rassemblé plein de gens autour de moi, et puis il y a eu une effervescence, un truc. J'ai un peu perdu mon papa aussi à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, la musique me consolait, quoi. D'accord. Mais avec toujours l'envie de retourner sur scène ou... Ah oui. Besoin je voulais faire des concerts. Oui, mais je veux dire en tant que comédien. Ah non, je m'en fichais complètement. D'accord. Non. J'étais pas obsédé au début d'être un comédien, d'être sur scène, d'être vu. C'est un peu bizarre, mais... Enfin, je sais pas, j'étais pas... Non. J'avais envie d'être derrière une guitare et derrière un micro. En fait, t'es devenu comédien un peu par accident, quoi. Par accident. Ou par opportunité. Pourquoi? Non, mais j'aimais bien jouer. Enfin, j'aimais les textes aussi, parce que c'était ça au départ. J'ai fait des études de lettres, donc j'aimais les textes aussi. J'avais envie de défendre des textes au début, en tout cas. Mais non, et après j'ai commencé à refaire beaucoup d'images une fois que la musique s'est un petit peu arrêtée. Et donc il y a eu plein de choses. Des petites séries télé, énormément de pubs télé, j'en ai fait plein. Des projets aussi de cinéma, mais à l'étranger, parce que moi j'aime bien jouer en anglais aussi. J'ai beaucoup joué en anglais en fait.
J'ai chanté en anglais, j'ai joué en anglais, j'ai joué dans un film en Croatie en anglais, un film danois en anglais. Euh, Est-ce que tu notes une différence dans l'approche quand tu joues en anglais ou en français? ouais. Ben, j'ai souvent dit, je sais pas si je le redirai encore aujourd'hui, mais que je préférais jouer en anglais parce que je comprenais pas tout. Et du coup, c'est cool parce que un acteur, c'est horrible quand tu te mets à intellectualiser tout ce que tu fais, à penser, tout ça, ça tue la créativité, quoi. Et la liberté aussi. Et d'un seul coup, de jouer en anglais, bah, je sais pas, il y avait un truc où je me baladais dans la langue sans tout maîtriser, quoi. Et du coup, j'étais un peu plus libre, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est... j'ai assez souvent pensé à ça. C'est plus facile de jouer en charabia Ouais. qu'en français, parce que j'ai l'impression que le texte, c'est un petit peu le plus grand ennemi du comédien, quoi. Alors, moi, ça l'a été longtemps, ouais. Maintenant, je m'en défais un peu plus, mais je suis d'accord, ouais. Oui, oui. C'est ça, c'est que tu as raison, qui dit texte dit compréhension du texte, donc analyse du texte, donc, C'est ça. Donc intelligence, donc Bon, qui est cerveau, nécessaire donc, parfois, tu vois. Oui, c'est Enfin, nécessaire, même mais, souvent, mais après, peut-être ce qui est difficile, enfin, qui est aussi nécessaire et qui est difficile, c'est d'en sortir, quoi. De sortir du laboratoire. Ouais, c'est ça. Sortir de la bibliothèque et puis aller un petit peu dans la cour de récréation. Et, Ouais. Mais au début, moi, je le prenais très au sérieux, en fait, ce métier, je crois. Ouais. C'était ça le problème. C'est que je croyais qu'il fallait que je respecte tout. Alors que je crois que c'est l'inverse, quoi. Enfin, je trouvais de l'aisance, de la liberté, et de plus en plus contreficher, je sais pas si ça se dit, se contreficher, mais s'en ficher de ce que pensent les autres, quoi. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Mais j'ai mis du temps avant d'y arriver. Le détachement. Ouais, voilà, le détachement, ouais. Ouais. C'est horrible, ça. Je pense que ça peut tout flinguer. Je pense que c'est d'autant plus horrible qu'on vit. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où on est très observé un peu tout le temps, quoi. Ça, bah oui, bien sûr. On a des conventions sociales qui font que faut pas mettre ses coudes sur la table. Il faut pas. Enfin, j'exagère Oui, un peu, ça. mais j'ai l'impression qu'à chaque pas de la vie, il y a quelqu'un à côté pour dire oui, mais alors attention, Faut c'est faire bien ce comme que vous faites ou pas. c'est pas bien. Ouais. Ouais. Ah non, c'est insupportable. Moi, j'ai un enfant, par exemple, et je sais que je me rends bien compte de la différence entre l'éducation de mes parents et l'éducation que moi, je lui propose. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas comment font les gens aujourd'hui, mais moi, à table, j'exige pas forcément que mon fils ait le dos droit et les mains sur la table. Mais ça a existé. Enfin, moi, oui. je l'ai vécu. Hein. Ah oui. Enfin, j'ai une quarantaine d'années. À l'époque, on nous élevait de cette manière-là. Enfin, quasiment, non, enfin, je dis pas que mon père et ma mère m'obligeaient à ça, mais les coudes sur la table, toutes ces choses-là, moi, je l'entends moins aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que d'un seul coup, si je mets pas mes coudes sur la table, je peux faire autre chose. Je découvre un autre espace. Parce que cet espace-là, il est tout restreint, quoi. Et un enfant, il a besoin de bouger, de découvrir, je sais pas. Enfin bon, c'est un autre débat, mais... Non, ça peut être le même d'ailleurs, le même débat, je pense. La place de la discipline dans la vie, y compris la vie artistique. Tout à fait. Mais quand je dis discipline, je dis pas travail, machin, je dis simplement les règles, la rigueur qui est imposée. Ouais. Moi, je trouve que la meilleure rigueur qui soit, c'est celle qu'on s'impose nous à nous-mêmes, mais qui vient pas forcément de l'extérieur. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de... Mais tu t'imposes une rigueur. Ah oui. Mais je suis assez rigoureux. Je suis né quasiment en Allemagne, hein, faut pas l'oublier. Je suis alsacien. Mais rigoureux dans quoi? Dans ta manière d'aborder un rôle, dans ta manière de... je sais pas, c'est de lire... En fait, la rigueur, je la vois plus comme une sorte de discipline. Où j'ai pas mal de discipline. Ouais. Que je m'impose. Même dans l'écriture des chansons, par exemple. En tout cas, c'est lié. Par exemple, c'est très concret. J'ai besoin d'avoir un rapport physique à la vie où j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de m'étirer et je veux que ce soit tous les jours. J'ai besoin d'écrire. J'écris tous les matins. N'importe quoi, hein, juste en me levant, quoi. 3 pages, j'écris. J'ai des disciplines comme ça. La méditation aussi, c'est une discipline pour moi. Et je pense que j'ai pu un peu l'expérimenter. Je crois que cette discipline-là me rend... me rend plus heureux. Et surtout, j'ai l'impression d'être un peu plus disponible quand il s'agit de travailler. Grâce à ça.
Il y a quelque chose de rassurant aussi, non? Ouais, sans doute. Rassurant. Par exemple, dans l'écriture matinale, Je le fais pas pour me rassurer, je crois pas, mais c'est juste ça une fait du habitude, bien, en fait. quoi. Ouais. Pour vider un petit peu, pour laisser de l'espace, quoi. Un petit peu toutes les choses qui... Ah, là, j'ai été nul. Déjà, Là, j'ai jugement, échoué. auto-jugement. Oui, c'est ça, mais c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si y a un endroit où je veux être malveillant, c'est là. Et comme ça, j'aurai plus d'espace à avoir plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Mais en tout cas, cet endroit-là, c'est un peu tout ce qui vient, quoi. C'est pas que j'ai été nul. Hein. Oui. Ça peut être aussi J'ai été bon. j'ai été bon. Ah, il faut savoir le dire aussi. Il faut savoir le dire exactement. Donc Ouais. c'est une manière d'exprimer, c'est un peu l'équivalent du geste réactionnel, tu sais, où il faut s'autoriser à réagir aux choses et aux épreuves particulièrement, justement pour dépasser ça. Alors, quand tu dis réagir... Réagir corporellement, s'autoriser à hurler si jamais il y a un truc qui que nous ça embête, sorte. voilà, ça, c'est les émotions, c'est oui, merveilleux. ouais. C'est de la décharge d'énergie, il faut que ça sorte. Donc oui, l'écriture, c'est aussi une manière de sortir des émotions, ouais. Mm. Ouais. Ou oui, c'est ça, de les formuler, parce que Oui. tu les ressens pas à ce moment-là, mais tu les Ouais, il y a un si truc... tu les ressens en Moi, même je temps. l'écris avec un stylo, je le Ouais. tape pas. Moi, je trouve que écrire, c'est un peu le prolongement du bras, c'est le prolongement de soi. Il y a quelque chose de... Ouais, si, j'ai l'impression que c'est un peu une continuité, quoi. Je sais pas comment dire. Si, j'ai l'impression de les éprouver un peu. Un reflet de ce qu'on ressent. Ouais. Mais quand t'écris, c'est à la main, en tout cas. Enfin, au stylo. Je trouve quelque chose d'assez puissant, ouais. Donc l'écriture pour toi n'a rien d'intellectuel, finalement. Intellectuel, c'est-à-dire... Ouais, c'est-à-dire que c'est pas vraiment réfléchi, quoi. Non. C'est... Ah non, c'est ça qui est bien, justement, avec ces 3 pages-là. Ça m'était inspiré d'un livre d'une femme qui s'appelle Julia Cameron. D'accord. Qui était l'ex-femme de Martin Scorsese, le réalisateur de films américains. Elle a sorti un livre qui s'appelle en anglais The Path of Creativity, les chemins de la créativité. En français, ils ont appelé ça Libérez votre créativité. Bon, qui est pas ouf parce que ça fait un peu allez bon les gars, Ouais. vous allez libérer votre C'est créativité ça. là. Libéré. Et, bon, bref. Et oui, et parmi les choses dont elle parle, elle dit efforcez-vous de tous les matins d'écrire 3 pages au réveil, quand la pensée et l'esprit est complètement disponible, quoi. Je suis impressionné par le fait que tu y arrives, parce que moi, il suffit que je me dise qu'il faut absolument que j'écrive 3 pages tous les jours pour que j'ai plus du tout envie de Je le faire. comprends. Bah, au début, j'y arrivais pas. Parce que je me disais ça. Puis par la force de l'habitude, au début un peu en me forçant, et puis après juste parce que je constatais que c'était nécessaire, maintenant j'y arrive quasiment tous les matins. Depuis 3 ans. Ouais, mais ça commence à faire des pages. Hein. Ouais, bah, j'ai plein de cahiers maintenant. Je les ai ressortis récemment pour mettre les dates aussi. Ouais. Je les garde, mais je les relis pas. Mais... Enfin, c'est pas fait pour ça. Non. Mais c'est pas fait pour être jeté non plus. Mais c'est pas fait pour être jeté non plus. Et je les partage pas aussi. D'accord. Non. C'est bien de le dire à l'écran pour que personne... que ce soit bien clair. Ouais. Bah, c'est sacré la création parfois. Moi je le vois comme ça. Ouais. Je pense que ce qui est sacré, c'est le moment où on est en création. C'est-à-dire la répétition, par exemple, théâtrale, il faut que ce soit fermé, quoi. C'est vrai. Ça, c'est génial. Moi, j'adore la répétition. Je trouve que c'est hyper agréable de répéter plein de fois les mêmes choses. Ah oui, c'est pour ça Parce que c'est jamais pareil. Oui. Et en même temps, on a le même souci qui est que ce soit de mieux en mieux. Je trouve ça assez agréable, ouais. Alors, tu nous as amené 2 textes. Ah oui, j'ai amené 2 livres. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 livres? Alors, j'ai ramené un livre qui s'appelle L'Arbre généreux de Shel Silverstein. Alors comme ça, on se dit tout de suite, c'est un livre pour enfants. Alors oui, c'est un livre pour enfants, mais c'est aussi un livre pour adultes, je trouve. Enfin, moi, je l'offre beaucoup aux enfants de mes amis et je fantasme qu'ils le lisent. Et comme les enfants de mes amis n'ont pas encore l'âge de lire, je sais qu'ils vont le lire. Donc c'est pas mal. C'est l'histoire c'est une histoire d'amitié en fait entre un petit garçon et un arbre. Et ce qui est très beau dans ce livre, qui fait, je ne sais pas moi, 50 pages, c'est que finalement, l'arbre va accompagner le petit garçon tout au long de sa vie. Et va avoir un rôle à jouer, cet arbre, pour l'enfant, tout au long de sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'arbre généreux.
cet enfant. Donc au début, il lui donne une pomme. Ensuite, quand il y a trop de soleil, il lui donne de l'ombre. Quand il tombe amoureux, c'est l'arbre où il va faire des bisous à sa petite amie dans la nature, où il va graver le nom de sa copine et de lui. Plus tard, quand il va vouloir voyager, il va couper des branches, ce qui n'est pas très sympa pour l'arbre, mais l'arbre est tellement généreux qu'il lui donne ses branches. Et il va se faire un bateau pour s'en aller. Et puis quand il sera très vieux, on aura coupé l'arbre, et ce sera une souche sur laquelle ce petit garçon qui est devenu un vieux monsieur pourra s'asseoir. Et je trouve ce livre magnifique juste pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette espèce de lien nécessaire et vital entre la nature et l'homme aussi, tout simplement. Et je trouve que c'est un livre, moi, que j'adore. J'ai pas spécialement envie de vous en lire quelque chose parce que y a plein de dessins, en fait. C'est surtout un livre où il y a des dessins. Hein. Parce que Shel Silverstein, c'est aussi un dessinateur. Il a écrit aussi des chansons pour des artistes dans les années 60, 70, comme Johnny Cash, par exemple. Et là, il fait beaucoup de dessins. C'est des dessins assez jolis. Mais je peux vous en lire juste une page, par exemple, si je le prends au hasard. Donc, on nous raconte ce lien entre l'arbre et le petit garçon. Et on termine souvent en disant « Et l'arbre resta souvent seul ». Et ensuite, il lui dit, on nous dit « Puis un jour, le garçon, vint voir l'arbre, et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc, et balance-toi à mes branches, et mange mes pommes, et joue dans mon ombre, et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. « Je veux acheter des trucs et m'amuser, je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent ?»« Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. » Voilà, par exemple. J'adore ce livre. Eh bien, nous le conseillons. Oui, L'arbre généreux. Voilà, L'arbre généreux. De Shel Silverstein. D'accord. Et alors le deuxième livre? Le deuxième, oui, moi aussi je suis généreux, j'ai amené 2 livres. Oui, très bien. Le deuxième livre, c'est L'homme D. D.E. Ouais, comme le dé à jouer. Ouais. C'est un livre que je trouve assez génial. C'est l'histoire d'un psychiatre, d'un homme qui a une trentaine d'années et qui décide du jour au lendemain de transformer son existence en une sorte d'immense jeu de hasard. Donc tous les grands choix qu'il va avoir à faire dans sa vie, il les fera grâce à ce dé-là. D'accord ? Donc d'un seul coup, c'est aussi pour moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que d'un seul coup, ça devient la possibilité de sortir d'une zone confortable, toute tracée. C'est aussi d'un seul coup faire confiance au hasard, faire confiance à l'inattendu. Voilà. Et je vais vous en lire une page, ça sera mieux. Avec plaisir. Alors j'ai choisi une page parce que... vous verrez. Il m'a paru que la notion d'échec avait 2 acceptions tout à fait différentes. L'esprit sait quand il est bloqué et quand il trouve une solution. Un enfant qui essaie de parcourir un labyrinthe sait quand il échoue et quand il est en train de réussir. Nul adulte n'a besoin de le lui dire. Un enfant qui construit une maison avec des cubes sait quand l'effondrement de la maison a le sens d'un échec. Il voulait la faire plus haute. Et quand il est un succès, il voulait qu'elle tombe. Succès et échec traduisent simplement la satisfaction ou la frustration d'un désir. Ce sont des choses réelles et importantes. La société n'a pas besoin de récompenser ni de punir l'enfant pour lui faire préférer le succès à l'échec. Le deuxième sens de l'échec n'est pas moins simple. Il s'agit d'avoir déplu un adulte, car seule la réussite plaît aux adultes. L'argent, la gloire, gagner une partie de baseball, avoir l'air joli, être bien habillé, avoir une voiture, une maison, autant de types de succès qui consistent essentiellement à satisfaire le monde adulte. Il n'y a rien d'intrinsèque à l'âme humaine dans la crainte de l'échec. Il est difficile de devenir homme D.
parce que cela impliquait un risque continuel d'échec aux yeux du monde adulte. En tant qu'homme D, j'échoue sans cesse, au deuxième sens du terme. J'étais rejeté par Lille, ma femme, par les enfants, par mes collègues, par mes malades, par les étrangers, en somme, par l'image des valeurs sociales que 30 ans de vie en société avaient gravées en moi. Au deuxième sens de l'échec, j'échouais et je souffrais continuellement. Mais au premier sens, je n'échouais jamais. Chaque fois que je suivais les ordres du dé, je bâtissais une maison avec succès, ou bien je l'abattais exprès. J'étais toujours en train de trouver le bon parcours de mes labyrinthes. J'ouvrais continuellement mon moi à de nouveaux problèmes et j'avais plaisir à les résoudre. Vaste programme de jouer toute sa vie au dé. Oui. Ça veut dire que concrètement, à chaque décision qu'il doit prendre, il le joue au dé, quoi. C'est ça. D'accord. Mais du coup, c'est lui qui scénarise quand même un petit peu. Parce qu'il propose, par exemple, je sais pas, ça peut se jouer pour des choses importantes et moins importantes. Par exemple, il peut décider, je quitte mon boulot, je quitte ma femme, je reste avec eux, je pars 6 mois à l'étranger, voilà. D'accord. Donc c'est quand même énorme. Mais d'un seul coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est un artiste, l'homme D. Mais c'est tout de même lui qui décide des différentes options. Oui. D'accord. T'es déçu? Non, je suis pas déçu. J'attends de lire. D'accord. Bah merci d'avoir partagé ça. Bah, donc plaisir. L'homme D de Luc Reinhardt. Luc Reinhardt. C'est un livre de 1971, je crois, qui était quasi clandestin en France à ce moment-là. Ouais, c'est ce qui est dit apparemment. Puisque c'est aussi la proposition d'une autre civilisation, d'une autre. Oui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que ça va contaminer la société. Donc c'est très subversif comme. Voilà, exactement. D'accord. Bah, merci d'avoir partagé ça. Je m'aperçois avec horreur qu'on s'approche de la fin parce que déjà. Oui, le temps passe toujours trop vite. Ouais. Mais en tout cas, je voulais te remercier d'avoir été merci à toi. Parmi nous pour Très content d'avoir été là. Voilà. Et puis, quant à moi, je remercie comme d'habitude toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel qui sont à l'Espace Plein Ciel, donc je ne peux pas. En général, je leur fais un petit coucou, ils sont derrière, voilà. Et ils disent merci, ils disent coucou de loin aussi. Mais je les remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine, voilà, comme toutes les semaines. Au revoir Julien. Au revoir, à bientôt. Salut à tous. Merci.